Avant, j'étais à Pays de Montbéliard Agglomération. J'étais administrateur territorial et en charge des questions de développement universitaire et de recherche et de différents projets. Et aujourd'hui, j'assure à titre bénévole des fonctions d'administrateur dans des structures comme Envie Franche-Comté, Envie 2E. Ah oui, d'accord. Et donc, on est intéressé par le développement, disons, de possibilités d'offrir des ordinateurs reconditionnés, voire de faire un chantier d'insertion, enfin, ou d'intégrer un volet dans une ressourcerie ou des choses comme ça. Donc, c'est un petit peu une veille sur ce qui se fait. Vous êtes dans l'ensemblier des filles, donc. Comment, oui, voilà, ensemblier des filles, ouais. D'accord. Enfin, en même temps, j'annonce pas l'intention de l'ensemblier de faire ça de façon absolue, si vous voulez, mais là, on s'intéresse à la question. Parfait. Merci. Loïc, j'ai peur d'écorcher votre nom, Geschwin, je lis. Mais... Geschwin, oui. Vous m'entendez? Oui, très bien. Oui, donc c'est Loïc Geschwin. Donc je suis membre du collectif Bravo, donc nous travaillons sur le développement d'une culture de reconnaissance sur la Bourgogne-Franche-Comté. Et donc dans ce cadre-là, j'ai travaillé avec Hervé Maillot qui m'a parlé des potes. Et donc je suis ici pour découvrir les potes. Ouais. Bravo BFC, du coup, c'est ça? Oui. C'est ça, Bravo BFC, oui. Oui. Bienvenue à ce café. Et puis enfin, Michael Gianolo. Oui, vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Donc, Michael Gianolio, donc vice-président du Fab Lab Madiniki à Comnaille dans le Jura. Et puis, pourquoi je m'intéresse du coup à ce sujet-là? Du coup, au niveau de notre Fab Lab, en fait, on utilise beaucoup de matériel de seconde vie. Et puis, on voulait développer donc un Repair Café et éventuellement un atelier pour reconditionner donc les PC. Très bien. Bon, bah, je vais quand même faire une brève introduction d'autant qu'on accueille des nouvelles personnes aujourd'hui. Bienvenue aussi à Dominique Marie qui vient de se connecter. Donc, bienvenue à tous à ce nouveau Café Pot, donc un rendez-vous du réseau des pionniers ordinaires de la transition écologique. Donc, réseau qui a été initié en 2017, hein, on l'a déjà dit, par la région Energy Cities en partenariat avec l'ADEME Bourgogne-Franche-Comté pour donner de l'élan à la transition énergétique en s'appuyant donc sur ces potes qui sont des acteurs du changement, des innovateurs du quotidien qui œuvrent donc concrètement pour la transition socio-écologique sur le terrain. Donc, ce réseau a notamment vocation à tisser des liens entre tous ces acteurs et à valoriser leurs initiatives pour les faire essaimer. Donc, c'est une de nos ambitions. Donc, ces cafés potes ont été initiés pendant le confinement et perdurent encore aujourd'hui en raison donc, du contexte sanitaire et en remplacement notamment des visites qui étaient auparavant organisées donc, chez les potes sur le terrain. Et donc, avec pour objectif d'échanger autour d'un pote et de ses initiatives. Donc, pour l'instant, un jeudi par mois de 13h à 14h. Donc, aujourd'hui, c'est Philippe Michaud qui est à l'honneur. Et donc, je remercie d'avoir accepté donc, de faire ce café pote. Et donc, vous allez nous parler du reconditionnement du matériel informatique. Et donc, on a imaginé 4 temps pour ce café. Donc, on va vous visionner un petit film sur la thématique qui sera suivi d'un petit quiz. Et on laissera ensuite la parole à Philippe Michaud qui nous présentera donc, son initiative avant de laisser place aux échanges. Donc, on peut lancer tout de suite le petit film peut-être. Allez, c'est parti.
Allô? Un petit Philippe, vous vouliez commentaire peut-être sur le commenter film. un petit peu le film? Oui. Vous avez vu qu'il ne faut pas beaucoup de temps entre aller chercher un ordinateur et le vendre. Il faut que quelques secondes, a priori, dans le film. Donc, c'est pas tout à fait ça la réalité. La réalité, c'est que c'est un vrai process. Donc, on va vous en reparler tout à l'heure. Hein. Ce film, il a été réalisé à l'occasion de l'inauguration qui a eu lieu en 2016, parce que le chantier s'est créé en 2015. Donc voilà, après je redirai d'autres choses. Hein. On va passer peut-être au quiz, et puis il n'y avait pas de son, c'était volontaire parce qu'il n'y avait pas de son. Voilà. On avait juste entendu les oiseaux des matins. Ah, d'accord. Voilà, alors on a un petit... Alors, je ne sais pas, vous voyez mon... Oui, on voit le sondage, oui. Oui, on voit bien. Voilà, vous voyez le sondage. Et donc, du coup, vous pouvez... Il y a 5 questions, donc on vous laisse quelques de petites minutes pour y répondre. Est-ce que vous voyez comment on vote, hein? Je ne sais pas si tout est clair. Je peux demander une précision? Oui. Le nombre de requêtes moyennes par internaute, c'est ce qu'on cherche sur Google, quoi, en gros. Google, en gros, oui. Vous avez toujours le sondage devant vous ou pas? Oui. Ah, d'accord, moi je ne le vois plus. Voilà, est-ce qu'on... Tout le monde a voté, j'ai l'impression. Alors, je vais... vous voyez les résultats? Philippe, tu vois les résultats? Non, je ne vois pas. Ok, d'accord. Alors, voilà, là, je vais afficher, donc je partage. Voilà. Alors, sur la première question, 100% des répondants ont répondu juste. J'avais, même moi, c'est bon, donc c'est bien. Effectivement, en termes de chiffres, c'est impressionnant. À ça, il faut rajouter 174 millions de tablettes. Donc, c'est tout du matériel neuf. Voilà. Alors, je ne vais pas rentrer dans les plus gros vendeurs, mais les plus gros vendeurs restent
Lenovo et ainsi de suite. Donc, ça veut dire que quand on achète un ordinateur quelque part, il a déjà fait des millions et des millions de kilomètres avant d'être dans notre salon. Donc, en termes de transition écologique, on n'est pas forcément très très bon. La part des ménages équipés en France. Alors effectivement, le chiffre qui est plus proche, c'est 78%. Sauf qu'il y a une nuance à avoir sur ce chiffre, c'est que la part des ménages selon leur niveau leur niveau social, elle évolue, c'est-à-dire qu'on est à peine à 70% pour les ménages les plus faibles, et puis on est à 90% pour les ménages les plus aisés. Donc ça veut dire qu'il y a une disparité dans l'équipement des ménages en France. Le nombre d'ordinateurs jetés en France, effectivement, on est à 2,5 millions. C'est important, ça veut dire que on sait qu'ils sont jetés, parce qu'on les retrouve à plein d'endroits, mais on ne sait pas ce qu'ils deviennent. C'est ça qui est le plus impressionnant. Ils vont se retrouver aussi bien dans des filières transmises dans des pays comme le Brésil, où on va acheter ça et mettre ça sur des tas de décharges, et qui vont faire que des gamins vont récupérer des produits pour pouvoir les revendre eux-mêmes avec des risques de contamination et plein de choses. Et puis également, il y a 2,5 millions d'ordinateurs qui circulent, enfin qui sont jetés, mais dont une grande part est aussi utilisée dans des systèmes dits mafieux, où en fait on récupère de l'ordinateur qui a pu être volé et on en fait quelque chose pour faire du piratage derrière. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas forcément connues du grand public, mais c'est important de savoir que c'est aussi un marché qui va alimenter des réseaux quelque peu mafieux. Voilà, donc c'est important d'avoir une culture du tri, parce que cette culture du tri permet aussi de sécuriser ce qui se passe derrière avec les ordinateurs. L'autre point, c'est les requêtes. Effectivement, les requêtes, c'est la moyenne en France, c'est 4 à 5 requêtes par jour par habitant. Donc, ça semble pas forcément beaucoup comme ça pour nous qui sommes tout le temps sur Internet et qui cherchons sans cesse. Mais il faut le ramener aux gens qui utilisent leur ordinateur à la maison sans beaucoup plus d'utilité que de faire des jeux chez eux, des choses comme ça, et qui vont quand même de temps en temps sur Internet, où il y a ceux qui ont peur d'y aller. Et donc 4 à 5 requêtes, ça semble pas beaucoup, mais c'est quand même important de voir la place que ça prend. Et puis surtout, chaque fois qu'on fait une requête sur un moteur de recherche, eh bien, on contribue à la consommation de CO2. Donc, on est à l'équivalent de 7 grammes par requête. Donc, si vous faites le calcul, alors j'allais vous dire de faire le calcul et puis j'allais vous donner le chiffre, mais c'est parce que je ne l'ai plus sous les yeux, j'ai perdu avec le contenu. Je crois qu'on est à... Vous l'avez, Christiane, tu l'as en face de toi dans le chiffre? 9,9 kilos par an et par utilisateur, voilà. Par mail. Voilà, c'est énorme. Ça veut dire qu'effectivement, même quand on utilise notre outil informatique, même si on pense que c'est moins consommateur de richesse, eh bien, on consomme énormément. Quand on pourrait vous donner des informations aussi sur le fait de stocker ces mails, ça prend une place énorme puisqu'il faut des systèmes de stockage, et donc tous ces systèmes de stockage créent de la dépense énergétique. Donc ça veut dire qu'on a à avoir une utilisation tout à fait particulière de notre messagerie, de mail. Vous voyez, on est en visio aujourd'hui. Est-ce qu'on sait combien on consomme de CO2 en se mettant en visio?
Par contre, on peut se dire aussi combien on aurait consommé de CO2 si on avait dû se rendre dans le café des potes aujourd'hui en venant chacun d'un lieu différent. Ça, c'est des petits points. Donc moi, j'étais sensible à ça parce que c'est aussi les raisons pour lesquelles on a créé le chantier. Donc l'association a été créée en 1999 avec plutôt une démarche d'éducation populaire. On était plutôt dans une logique. J'entame tout de suite le débat. Oui, mais du coup l'association c'était Saint-Vite Informatique au départ. L'association c'est Saint-Vite Informatique et ça reste Saint-Vite Informatique. Donc créée en 99 plutôt dans une logique d'éducation populaire avant même qu'existent les espaces publics numériques. Je le rappelle, j'aime bien le rappeler. C'est ça les pionniers. Voilà, tout à fait. Donc, logique d'éducation populaire et puis aussi d'ascenseur social, puisque à cette époque-là, on parlait de promotion sociale et l'informatique créait un gouffre pour les nouvelles générations. Enfin, je dis nouvelle génération parce que j'étais dedans, j'étais encore nouveau à l'époque. Mais ça veut dire que l'accès à l'informatique faisait peur à tout le monde. D'accord ? C'est ce qu'on a aujourd'hui chez nos seniors. Même 20 ans après, c'est ce que nos seniors vivent. Mais à l'époque, on avait 40 ans quand l'informatique est arrivée en masse. Et donc, comment éduquer la population localement à l'utilisation de cette machine dont on ne savait pas trop ce qu'elle allait donner, ce qu'elle allait faire. Puisqu'à l'époque, pour ceux qui ont eu le même âge que moi à l'époque, on n'appuyait pas sur un bouton pour se connecter. Il fallait brancher un appareil, il fallait attendre qu'il ait fait bzz, 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 bzz pendant 3-4 minutes. Et puis quand on arrivait à se connecter, eh bien, des fois, on pouvait envoyer un mail. Et à l'époque, quand on envoyait un mail, on se téléphonait pour savoir si on l'avait bien reçu. D'accord ? C'était quand même une époque. Faut pas l'oublier. En 20 ans, ça a bien changé. Maintenant, on se téléphone pour se dire « Arrête de m'envoyer des mails ». Voilà, c'est pas… Voilà, ça c'est le motif de création de l'association. Après, on est vite venu dans une logique où l'association s'est portée comme un contributeur à la vie économique locale et on a très rapidement été dans la logique de proposer des stages à des jeunes, à toutes sortes de personnes pour leur permettre d'apprendre un métier ou dans leur métier l'utilisation de l'outil informatique et puis de rendre des services aux différentes personnes. Donc là, on était dans la promotion de l'emploi local et on a développé un certain nombre de produits à l'époque. Progressivement, on a eu une forte demande des personnes les plus âgées de l'époque. À l'époque, on les appelait encore pas les seniors, mais on les appelait les anciens, qui se posaient la question de OK, j'apprends l'informatique, mais qu'est-ce qui va devenir quand je vais être chez moi? Comment je vais m'en servir? Et c'est là qu'on a créé le premier service à la personne sur la question de l'informatique à domicile, qui a été agréée et qui permettait en fait à tous ces gens qui venaient apprendre de ne pas se sentir perdus quand ils étaient chez eux avec leur matériel. Et à l'époque, il faut aussi comprendre qu'il ne suffisait pas d'appeler tel ou tel opérateur et que tout se fasse par téléphone, appuyer sur le bouton vert, appuyer sur le bouton orange, le bleu et tout va marcher. À l'époque, il fallait savoir où on passait le fil, le câble et arriver à le mettre là dans le bureau ou l'endroit où se trouve un ordinateur. Et il fallait beaucoup de temps de paramétrage pour arriver à avoir une connexion Internet. Donc ça aussi, c'était des évolutions importantes. Après, nous avons rencontré un niveau où les salariés demandaient énormément de formation parce qu'ils étaient confrontés à l'outil informatique dans leurs activités professionnelles. Je parle toujours des années, le début des années 2000. Et donc, naturellement, on a créé un centre de formation qui avait pour objet d'aider les salariés
à se former à l'outil informatique parce que c'était encore pas entré dans les habitudes des entreprises à l'époque. Hein. Aujourd'hui, ça devient, c'est naturel et puis la formation a lieu à tous les moments, mais à l'époque, ça ne l'était pas du tout. Donc ça, c'est important. On a voulu accompagner aussi l'utilisation d'outils informatiques, mais pas dans une logique mercantile, mais vraiment dans une logique éducative. C'est pour ça qu'on a mis en place plutôt des actions de formation pour des publics que l'on considérait comme éloignés de l'emploi, tels que les personnes handicapées, des personnes qui avaient des difficultés avec la langue française. Enfin voilà, on était dans ces logiques-là. Et surtout dans une logique aussi de permettre aux plus démunis de se former à cet outil. Sachant que pour moi, depuis 1999, je dis toujours la même chose, cet outil pourrait être formidable, mais il pourrait être aussi de vrai danger pour nous tous par la suite. Donc, c'était comment on éduquait correctement les gens à utiliser un outil en comprenant ce qu'il faisait. Hein? Donc, c'était les choses. Et puis, un peu naturellement, je suis quelqu'un de conservateur parce que j'aime pas qu'on jette le matériel. J'ai jamais aimé ça. J'ai lancé le tri à une époque dans la commune dans laquelle j'étais élu il y a 25 ans en arrière, hein, donc c'était tout nouveau aussi. Mais j'ai voulu aussi qu'on applique ça à l'informatique parce que je supportais pas que les gens jettent leur matériel et je leur disais de l'amener dans nos locaux. Et à un moment donné, on s'est retrouvé avec un grenier rempli de matériel dont moi-même, je ne savais plus quoi faire. Donc, je me suis retrouvé avec des tonnes d'ordinateurs. Et même Anthony, aujourd'hui, qui est encadrant, quand il monte au grenier, il dit « Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout ça ?» Donc, de temps en temps, ils en descendent un peu. Mais en tout cas, le principe était là, c'est comment on ne jette pas et comment on va récupérer tout ça, trier, reconditionner et puis remettre dans un circuit. Mais à l'époque, il m'a fallu quand même 3 ans, entre 2012 et 2015, pour arriver à convaincre, je ne veux pas dire convaincre, mais à collaborer avec la région, les départements, pour pouvoir dire est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose de ça? Voilà. Et ça a été une belle aventure avec les financeurs que d'aller jusqu'au bout de la démarche, de dire on va créer un système qui permet à la fois de ne pas acheter n'importe comment le matériel, de mettre les protections autour de la récupération pour pas qu'ils partent dans n'importe quel système avec des risques, de protéger les données de ces ordinateurs, parce que les données confidentielles, on parle de la RGPD, mais les données confidentielles, elles existent depuis toujours, depuis la création de l'Internet en fait. Et comment profiter aussi de ce système pour créer de l'emploi local. Parce que c'était aussi la dynamique. C'était comment on crée de l'emploi local et qui soit utile socialement. Et c'est là qu'on est arrivé dans la logique de dire, mais associons nos valeurs de l'économie sociale et solidaire à celles de l'économie circulaire. D'accord ? Ça, c'était important de bien faire le maillage entre les valeurs qui sont en lien avec l'économie sociale et solidaire, qui sont la personne au cœur du dispositif, c'était toujours la préoccupation, tout en travaillant sur l'économie circulaire qui crée de l'économie, de l'emploi d'insertion, mais qui crée aussi une démarche de développement durable. C'était ça qui était important. Et quand je parle de développement durable, les pionniers se sont appelés les potes. Au départ, on parlait de transition énergétique. Maintenant, on parle de transition écologique. Voilà, donc tout ça, moi, j'appelais ça le développement durable. Mais les choses évoluent dans le temps. Donc, c'est tout naturellement que je suis allé dans le réseau pote parce que ça a du sens pour moi. Mais ce qui est important, c'est que la construction d'un chantier, il ne suffisait pas de dire on va aller chercher des ordinateurs, on va les reconditionner, on va mettre des gens à le faire. Il fallait qu'il y ait une démarche plutôt humaniste derrière, mais en même temps une démarche très professionnelle.
Pourquoi? Parce que faire un chantier d'insertion, ça voulait dire on partait de gens qui avaient des besoins en termes d'activité sociale, mais ça voulait dire qu'on allait nous remettre sur le marché des produits dont il fallait qu'on ait la certitude qu'il y a une fiabilité. Et il fallait aussi que nos donateurs, les entreprises, les particuliers, se sentent sécurisés quant au don de matériel, c'est-à-dire que nous avions nous-mêmes un process qui leur garantisse que quand ils nous donnaient un ordinateur, celui-ci était mis en protection et que les données sensibles qui étaient sur les disques durs ne risquaient pas de circuler après par des réseaux type je mets à la dèche ou je jette à la poubelle ou je jette n'importe où. Pourquoi ça, que c'est important? Parce que nos premiers clients, c'était la police. Donc, il y a quelques données sensibles sur les disques durs de la police et les hôpitaux. D'accord? Donc, on a aussi dû montrer qu'on était capable de sécuriser les données des ordinateurs qu'on nous fournissait par une destruction qui soit conforme à la politique d'Ordi 3.0. À l'époque, c'était Ordi 2.0, c'était Ordi 2. Voilà. Ordi 3.0 qui dit qu'on ne peut pas vendre sur le marché un matériel dit d'occasion et le revendre sans avoir sécurisé le disque dur. C'est la règle. Pourquoi? Parce que cette sécurisation, elle garantit le donateur, mais elle garantit aussi au client d'avoir du matériel qui soit reconnu et compatible avec les systèmes qui sont mis en service. Et c'est comme ça qu'on a dû passer les tests de Microsoft pour pouvoir avoir cette certification Microsoft Refurbisher, qui est la seule qui nous autorise en fait à reconditionner du matériel. Et donc nous sommes très peu dans la région à avoir, on est les seuls d'ailleurs, à avoir cette habilitation parce qu'effectivement elle fait partie d'un process très pointu en termes de connaissances. Donc ça c'est toute une démarche, vous voyez, on passe du besoin social qui est identifié à une approche technologique très développée pour créer ensuite une économie qui va être sécurisée par sa propre méthodologie. D'accord ? Donc voilà comment on est arrivé à ce chantier d'insertion. Aujourd'hui, le chantier d'insertion, c'est 6 équivalents temps plein qui travaillent en permanence. Il y a des réels besoins. Ce chantier, il est en lien avec différents dispositifs et j'ai entendu qu'il y avait des gens de envie tout de suite. Donc, il y a des collaborations qui se font et ça, c'est important que nous arrivions à créer des collaborations avec à la fois les organismes qui trient le matériel et après que l'on puisse être dans une revente non pas simplement sur du matériel d'occasion. Il faut qu'on arrive à revendre du matériel reconditionné avec les normes de Microsoft et avec les normes Ordi 3.0, parce que c'est ça qui garantit les choses. Et ça veut dire qu'il faut une compétence technique très développée. C'est pour ça que je m'inscris, j'en profite puisqu'on travaille avec le SCORAN actuellement, dans une logique de développement sur la région de circuits de récupération et de circuits de vente, de récupération, de tri, de reconditionnement et de vente de matériel informatique sur la région, sur la base de plateformes qui peuvent se trouver à différents endroits. Parce qu'aujourd'hui, notre problème, c'est qu'il nous arrive de faire 200 km pour aller chercher du matériel, pour le ramener ici, pour le revendre peut-être à 300 km d'ici. Et donc, on n'est plus dans la logique écologique. On est dans une logique où il faut faire tourner et puis on évite les choses. Mais donc, on est vraiment dans une logique d'essaimage et de partenariat avec les différents acteurs
locaux pour pouvoir que ce chantier soit un peu le modèle pour pouvoir aller vers quelque chose qui soit reproduit sur la région et qui prenne en compte tous les aspects. Ça ne doit pas être simplement un aspect économique, ça ne doit pas être simplement un aspect écologique, ça ne doit pas être simplement un aspect social, ça doit être les trois réunis. Sinon, on perd le sens. Pour moi, l'écologie, c'est aussi que on fasse tout, on soit dans un lien. Et c'était la définition de l'économie circulaire. C'est quelque chose qui me convient bien parce qu'on réunit tout ça. C'est important. Et je pense que on a des gens aujourd'hui présents autour de la table, enfin autour de la table, autour de l'écran, qui sont des partenaires quasi naturels de quelque chose d'aujourd'hui, mais aussi de quelque chose de demain. Et qu'on a à construire avec les entreprises d'insertion, avec les entreprises adaptées, avec toutes les structures qui sont en charge du social, des outils qui répondent vraiment à des préoccupations à la fois sociales, économiques et écologiques. Voilà, c'est mon message. Parce que comme j'ai entendu que quelqu'un était en retraite depuis peu, là, tout à l'heure. Moi, j'y suis dans 2 mois. Et comme je n'avais pas le temps de faire tout ce que je voulais, mais dans 2 mois, je vais pouvoir. Donc, je vais être encore plus présent pour embêter tout le monde. Du coup, Philippe, il faut qu'on avance un peu si on veut aussi laisser la parole. Je savais bien que j'en avais pas. Comme tu avais prévu aussi de le laisser parler, faire une petite visite du chantier. Oui. Anthony, vous nous lancez notre petite visite? D'accord, c'est parfait. Je voudrais juste préciser qu'on a inventé une grande technologie aujourd'hui. C'est que nous sommes le premier inventeur de la webcam mobile installée sur un dossier de chaise, poussé par un homme qui est capable de vous montrer tout ce qu'on fait. Voilà. Donc, on va déposer le brevet. C'est exceptionnel. À vous, Anthony. Ici, les studios. Voilà. Donc là, l'entrée de l'atelier, d'accord? C'est par là que les ordinateurs vont... Posez dans le poste, Anthony. Vous m'entendez bien là Pas trop. Okay. C'est mieux comme ça? Oui, c'est mieux. D'accord. Donc là, on voit l'entrée du atelier, d'accord? Non, on vous entend très mal, Anthony. Là, c'est mieux? Oui. Vous m'entendez mieux? Ah, c'est beaucoup mieux. Oui. Voilà, d'accord. Donc là, c'est les ordinateurs qui sont en entrée, d'accord? Voilà. Et la première chose qu'on fait sur ces ordinateurs qui arrivent en entrée, c'est de repérer les disques durs dedans. Parlez doucement, Anthony. Voilà. OK. Et on voit après l'intérieur du chantier. Hop. Donc là, vous avez 3 personnes en poste là, sur des postes différents. Si vous voulez nous les expliquer, Anthony. Donc là, on a les 3 premiers postes. Donc 3 établis, dont un qui n'est pas occupé au milieu, qui sont les postes de diagnostic. C'est là où on va tester une 50aine de points sur les cartes mères des ordinateurs, sur les ports USB, enfin les tests de RIA pour se certifier que le matériel peut être conditionné. Donc c'est la première étape, c'est le diagnostic et le nettoyage. Parce qu'il y a aussi du nettoyage à faire. D'accord? Donc nettoyer les boîtiers d'ordinateur, nettoyer les écrans quand c'est des écrans, nettoyer les claviers, les souris, les portables. Donc tout ça, ça se passe ici. C'est les 3 postes qui sont là, en diagnostic. D'accord? Ensuite, on a un autre poste qui se trouve ici. Là, c'est le poste du magasinier. Donc le magasinier, son travail, ça va être de stocker dans la base de données déjà toutes les références du matériel, que ce soit les numéros de série des machines,
les numéros de série des machines ou les numéros de série des disques durs, pour qu'il y ait une véritable traçabilité du matériel. Voilà. Anthony, je reprends Oui. effectivement dans les critères importants dans la logique de reconditionnement, c'est la traçabilité, c'est-à-dire qu'on doit être capable de savoir toutes les caractéristiques de la machine, de savoir de qui provient cette machine et savoir à qui elle a été vendue. Ne serait-ce que pour une vraie logique qui est la sécurité de chacun. Donc, en bout, là, on a encore un poste de diagnostic et de nettoyage. Juste ici, qui n'est pas occupé pour l'instant. Voilà. Et maintenant, on va passer à l'autre partie de l'atelier. De l'autre côté, où se trouve, on va dire, le suivi des disques durs. Hop là. Alors, Anthony ne maîtrise encore pas bien la chaise à roulettes, donc c'est pour ça qu'on... Voilà. Donc là, c'est le poste de la personne, enfin les deux postes des personnes qui sont chargées de faire le suivi de la purge, d'accord, et de renvoyer les certificats de destruction pour d'effacement des supports de données, d'accord. Donc c'est un travail qui est assez pointu parce qu'il faut avoir une certaine rigueur au niveau de la traçabilité. On en revient toujours à la traçabilité. Donc là, on arrive à notre bande purge. Là, ça a bloqué sur les Alors, mains. je ne sais pas si vous voyez bien, là. Donc, ça, c'est le banc de purge. Oui. Un peu comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est toutes les machines que vous voyez là. On m'entend plus bien là. Ouais, on n'entend pas. On ne nous entend plus, Anthony. En fait, ce qu'essaie de vous montrer Anthony, là, c'est la partie, le banc de purge. C'est-à-dire que tous les ordinateurs qui sont reçus, quel que soit d'où ils viennent, l'état dans lequel on récupère, tous les disques durs sont démontés, sont identifiés, sont passés dans cette machine qui s'appelle donc un banc de purge, et on va avoir un diagnostic de toutes les données qui devront être effacées. Et c'est la machine, au vu du diagnostic qu'on fait, qui va passer un nettoyage, donc un nettoyage sécurisé sur les disques durs, qui peut aller jusqu'à 7 à 8 passages en nettoyage, sachant que dans une entreprise, quand on fait du formatage de disques durs, on fait un seul formatage. D'accord ? Ici, il y en a 7. On peut effacer la totalité des données. Et c'est ça qui permet, c'est l'attestation qui est après chaque purge. Le système nous sort une attestation qui va dire, voilà, il y avait tant de données écrites, tant de données écrites au premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau, tant de données ont été effacées. Il reste une seule donnée qui n'a pas pu être effacée, le disque dur. C'est-à-dire qu'on a vraiment un travail de fond, parce que c'est à partir de ce document-là qu'on peut transmettre à nos donateurs le certificat qui leur permet de dire « mon matériel ne m'appartient plus, je peux le sortir de mon inventaire, mais je ne suis plus responsable des données de ce qui se passe après, au moment de la vente. » D'accord ? C'est plus lui qui est responsable. C'est nous qui sommes responsables à ce moment-là. Donc voilà, la purge, c'est important. Et ça, il n'y a qu'avec Microsoft qu'on peut avoir ces autorisations-là pour pouvoir mettre en place le reconditionnement avec les logiciels qui vont bien, qui sont reconnus. Voilà, parce que Microsoft, nous, ils nous vendent des licences, d'accord, qui sont des licences refurbished. Vous m'entendez bien, là ? Oui.
D'accord. Donc, ces licences refurbisher, voilà, il y a des publics éligibles, hein, ces licences. Donc, c'est des licences Microsoft Windows 10 et Office 2010. Mais on ne peut pas les vendre à n'importe qui. Je ne peux pas, par exemple, les vendre à un professionnel. D'accord? C'est vraiment pour des gens qui sont bénéficiaires des minima sociaux, des écoles, des associations. C'est à but non lucratif. C'est ça qu'il faut voir. Parce que ça fait partie du programme Microsoft Registered Refurbisher. D'accord? Ok. C'est important ça parce qu'effectivement, on peut vendre aux professionnels, mais on ne va pas rentrer dans la vente de licence refurbisher. On va être dans la vente de licences classiques. D'accord? Commercial, ce qu'on appelle des licences commerciales. Licence commerciale. Donc ensuite, là, le dernier poste. Donc là, on va dire que c'est un peu l'assistant l'assistant du responsable d'effacement des données, qui est en train de procéder à la destruction de disques durs. Voilà. Alors, la destruction de disques durs, elle se passe par… Alors, déjà, on les ouvre, et après, bon là, on ne va pas le voir, mais il y a une perceuse. Donc, quand les disques durs, on n'est pas sûr de… Quand les purges sont en échec, parce que ça arrive que les disques durs soient en mauvais état, et que la purge ne soit pas réalisable. D'accord? Et bien, ces disques durs, on va les détruire. Chose en trois. Voilà. Pour être sûr qu'aucune donnée n'est récupérable sur les disques durs. Donc, nos disques durs ont deux statuts. C'est soit purge réussite, et on peut les remettre sur le circuit, soit purge en échec, et là, ils sont détruits. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour là sur le… Merci Anthony. C'est bon pour vous? C'est bon. Oui, merci. Merci. On va peut-être passer aux questions s'il y en a. Peut-être avant les questions, juste un mot sur le… Tu disais, Philippe, qu'il y avait un haut niveau de technicité, donc des personnes qui travaillaient là. Donc, qui sont en fait les personnes de l'atelier? Il y a une haute technicité au niveau de l'association sur la capacité à mettre en œuvre un produit. Et la plus belle technicité, elle est humaine, c'est d'accueillir des gens qui ne sont pas issus du milieu de l'informatique et qui vont, à travers ce produit qui est plutôt un produit considéré comme noble, d'accord, comme un espace où ils vont pouvoir apprendre à travers ça à reproduire des gestes professionnels parce qu'ils n'ont pas travaillé depuis longtemps, qui vont apprendre à avoir une méthodologie, à avoir une compréhension d'un certain nombre de tâches et qui vont réaliser des tâches qui pourraient réaliser dans n'importe quel autre secteur d'activité, de la santé, de l'aéronautique, parce qu'en fait, on est dans du minutieux et puis un vrai travail sur la compréhension de ce qu'on fait. Dans certains endroits, on pourrait dire qu'il suffit de 2 jours pour remettre en place un ordinateur. Nous, on arrive à remettre en place un ordinateur sur une demi-journée. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a tout un process. Et les gens vont apprendre à avoir une méthode, vont apprendre… voilà. Et ce qui est important dans le chantier, c'est que les gens qui sont là, pour certains, n'ont pas travaillé depuis un beau moment. Et ils reprennent le contact avec le monde du travail à partir de ça. Mais il n'y a pas besoin d'être informaticien pour faire ça. Il n'y a pas besoin d'être un technicien en informatique. Il y a surtout besoin qu'il y ait un bon encadrant. Et je félicite Anthony, qui sache par les valeurs humaines accompagner du remontage d'ordinateur. Je crois que c'est ça qui est important. Et la plus belle qualité que je peux donner, c'est que je trouve que les gens dans le chantier s'impliquent à un niveau qui est formidable, parce que c'est comme si c'était leur poste de travail, leur boulot de tous les jours, alors qu'ils savent qu'ils ne vont pas rester plus de 3 ans, d'accord ? Mais ils s'impliquent au quotidien. Et je trouve qu'ils peuvent avoir une belle… j'en profite parce que c'est important. Le plus beau retour qu'ils peuvent avoir, c'est qu'on n'a jamais de retour d'ordinateur.
Jamais, jamais. Malgré une garantie, et justement, on arrive à faire des garanties jusqu'à 2 ans sur le matériel sans s'occuper pourquoi ça marche ou ça marche pas. Et on est capable d'assurer cette garantie parce qu'on est sûr de notre coût. Il n'y a pas beaucoup d'organismes qui puissent dire, voilà, je vous vends du matériel garanti 2 ans et sans retour, quoi. C'est un vrai beau travail qu'ils font tous, quoi. Et je trouve qu'il y a une ambiance dans ce chantier qui est, il y a des valeurs humaines, voilà, tout simplement. C'est ça qui me Dommage va, qu'on quoi. ne puisse pas venir voir sur place. Et Alors, ça du coup, sera- comme disait Bertie, on a certainement des questions des auditeurs. Qui veut prendre la parole? Qui a des questions? J'ai une question, moi. Oui. Vous m'entendez? Oui. Oui. Il faudrait que tu te présentes, Dominique. Dominique Marie, chef de projet économie circulaire, mais on se connaît avec Philippe. On a eu des échanges il n'y a pas longtemps. Je pense qu'on va le savoir bientôt. Concernant le modèle économique, il y a beaucoup de structures qui travaillent en insertion. Toi, comment ça se passe? Vous êtes en modèle économique comment? C'est mixte ou c'est totalement privé, sans apport de subventions publiques, enfin de participation de l'État, etc. Alors, on est bien. Alors, en fait, il faut reprendre. Je sais pas comment dire. En gros, en 2015, voyant toutes les activités que nous avions, la formation, l'insertion, les services à la personne, nos autres activités à droite à gauche, j'ai souhaité qu'on dissocie toutes les associations en fonction de leurs activités. Donc, en fait, aujourd'hui, nous avons créé ce qu'on appelle un groupement économique solidaire, qui nous a valu effectivement en 2016 le prix de l'innovation sociale. Ça, j'en suis assez fier, même si il faut du rapporter. C'est pas le tout d'innover, il faut continuer à être performant. Et en fait, aujourd'hui, on a 3 associations bien distinctes qui sont membres du groupement économique solidaire, ce qui est encore une démarche solidaire puisque c'est le lien entre les 3 associations qui travaillent entre elles. Par contre, le chantier, lui, il est bien financé dans le cadre des chantiers d'insertion. Donc, il y a des... C'est un agrément. C'est un agrément, voilà, qui va sur plusieurs années. Et cet agrément permet de définir avec l'État et l'Union départementale de la Directe chaque année le nombre d'équivalents temps plein qu'on va pouvoir mettre en place au sein du chantier. Et à partir de l'aide que nous avons aussi à produire du bénéfice pour pouvoir faire le fonctionnement courant. Nous sommes donc aidés financièrement sur le chantier pour ce qui est de la part des salaires versés aux personnes en insertion. Mais les associations sont des associations autonomes et on va chercher des subventions là où on peut, quand on peut. Mais je vais le dire, d'avoir à chercher beaucoup de subventions, c'est plus mon créneau. Au départ, c'était bien, mais aujourd'hui, il faut qu'on soit dans le maximum d'autonomie. Et je cherche le moins de subventions possible parce qu'autrement, c'est un peu casse-gueule parce qu'il y a des enjeux. Et par contre, c'est bien d'avoir de l'aide au moment des investissements. Mais dans le fonctionnement de tous les jours, je suis vraiment à ce que ce soit la production du chantier qui vienne compenser les besoins. Parce que c'est aussi la valeur ajoutée dans le chantier, c'est que les gens savent que quand ils vendent un ordinateur, ça rapporte tant, et ça paye tant du salaire, et ça paye tant pour les frais qu'on a de fonctionnement. Et tout le monde est impliqué dans cette culture-là. Les chiffres sont communiqués, c'est une autre façon de manager. C'est comme de l'intéressement quelque part, mais c'est de l'intéressement philosophique pour l'instant, parce que l'intéressement pécuniaire, je ne peux pas le faire. Ça répond à ta question, Dominique? Oui, très bien. Je viendrai te voir bientôt. Hein. J'ai besoin de tes regards par rapport à un sujet là. Ok, d'accord. Avec grand plaisir. Michael Giannolio,
voulez prendre la parole? Oui, tout à fait. J'avais donc plusieurs questions. En termes de PC réparés et puis vendus par an, vous avez un chiffre? Alors, à ce jour, on a environ, je parle sous le contrôle d'Anthony, parce que je sais qu'il a dû. On est à peu près à 1500 ordinateurs récupérés chaque année. C'est ça. À peu près. Ces 1500, on est au stade du reconditionnement de presque 1200, donc vous voyez qu'il n'y a pas beaucoup de pertes. Et on est à une vente d'entre 700 ordinateurs et 900 ordinateurs par an. D'accord. Par contre, on commence à rencontrer un problème et qui est lié au Covid, c'est qu'il y a une grosse sollicitation des ménages les moins aisés, je veux dire, les plus faibles, les moins aisés, parce qu'ils veulent des ordinateurs portables et que nous avons de plus en plus de mal à trouver le marché des ordinateurs portables d'occasion, donc avec nos donateurs. Et donc ça devient un problème puisque les gens ont du mal à penser qu'ils peuvent équiper leur domicile d'un ordinateur fixe. Et ça devient un vrai problème. Il y a toute une culture qui a changé. Je crois que c'est dû au fait que les gens sont habitués à la mobilité avec les smartphones et autres objets du type. Et il faudrait pouvoir se déplacer avec son ordinateur partout. Alors qu'en fait, à part dans certains métiers, on est obligé d'avoir un ordinateur portable parce qu'il faut aller de droite, de gauche. Aujourd'hui, on peut avoir un ordinateur fixe et ça marche même mieux. Et c'est beaucoup moins cher. Et en plus, c'est beaucoup plus facile à réparer. Tout à fait. Et puis justement, au niveau des tablettes et des téléphones, c'est des pistes que vous essayez de développer pour faire de la réparation ou des choses ou pas? Alors les tablettes, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y en a très peu sur le marché, parce qu'en fait, c'est un produit assez particulier, il ne tombe pratiquement pas en panne, ou quand il tombe en panne, c'est qu'il est pratiquement inutilisable. Voilà. Par contre, téléphone et tablette restent effectivement une priorité de développement, mais qui ne pourra pas se faire depuis Saint-Vite, qui devra se faire avec des partenaires, parce qu'il y a une vraie demande. Et aujourd'hui, c'est un milieu qui a été pris d'assaut par les grands groupes, et dans lequel il n'y a pas forcément la place à l'humain, mais il y a un vrai marché du reconditionné sur ça. Je voudrais dire aussi que quand on parle de reconditionner, nous avons beaucoup de concurrents qui disent faire du reconditionné, mais qui en fait, ce n'est pas du matériel reconditionné. C'est du matériel qui est revendu parce qu'il était ramené par le client au bout de 2 jours. D'accord ? Donc, on n'est pas dans de la récupération de matériel qui pourrait être considéré comme obsolète. On est simplement dans la remise sur le marché d'un produit d'occasion qui a été ouvert par le client, qui ne lui a pas plu, qui l'a renvoyé à la plateforme et puis qui en a reçu un autre. Et parce que l'ordinateur a été ouvert une fois, il est considéré, quand il est remis sur le marché, comme reconditionné. Et ce n'est pas du tout la même démarche. Quand vous achetez un ordinateur reconditionné chez une grande surface du coin, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait nous. C'est pas... on n'est pas dans du tri, ni de la collecte, ni de l'évitement de gâchis. On n'est que dans une démarche commerciale, donc ce n'est pas du tout la même chose. D'accord. Et qui sont vos bénéficiaires? Les bénéficiaires clients? Oui, clients, oui. Oui, clients. Oui, les clients, c'est les personnes à titre individuel, c'est des associations, pour ce qui est la partie refurbisheur avec les licences, mais aussi des entreprises qui s'équipent et qui veulent rééquiper, par exemple, à moindre coût, un atelier, mais ça, ce n'est pas les mêmes tarifs. D'accord. Nous, on fait attention que notre produit soit bien vendu à des gens qui en ont besoin. C'est la règle Ordi 3.0, ça. Oui. Ce qui reste compliqué, c'est que
il faut qu'on soit sur du déclaratif. On ne peut pas demander de justificatif aux gens. Je vais demander l'attestation RSA à quelqu'un par respect déjà. Juste au moment de la commande, pour avoir le tarif public avec le système refurbisher, ils cochent une case comme quoi ils sont bénéficiaires d'une des mesures d'aide sociale et voilà, c'est tout. D'accord. Du coup, c'est pas la CAF qui vous envoie ces gens-là ou des CCAS? Si, ils nous les envoient aussi. Mais dans l'acte de vente, c'est bien avec la personne qu'on le fait. D'accord. C'est bien elle qui… Donc, des fois, il y a des gens qui viennent avec un chèque de 50 € pour dire que ça va contribuer à… voilà. Mais par contre, c'est bien la personne qui sera toujours détentrice de son ordinateur. C'est ça qui est important, c'est qu'on est vraiment dans un acte où la personne, même si elle est en difficulté financière ou sociale ou quoi que ce soit, au moment de l'achat de son ordinateur, doit être traité comme quelqu'un d'autre et être respecté en tant que personne. Voilà, même l'acte de vente va jusque-là pour moi. D'accord. Il est déjà 14 heures. Est-ce qu'il y a une ou deux dernières questions peut-être? Une question sur les prix de revente. Alors là, on va passer de 80 € à 600 €. D'accord, ouais. Donc 80, pourquoi? Parce que 80 €, ça peut être un matériel qui va être suffisant et qui va être remisé au prix pour une personne parce qu'elle bénéficie de ça. Et puis, on va avoir, par exemple, l'autre jour, on a eu la chance d'avoir une entreprise du secteur médical avec des outils très performants, qui nous a laissé des ordinateurs, donc qui ne sont pas des ordinateurs qui ont été remis sur le classique, qui sont passés chez les autres professionnels, parce que la valeur marchande était trop importante pour la remettre dans un réseau social. Mais c'est ça aussi, parce que ça représente 20% de nos ventes, nous permet aussi de faire nos chiffres pour pouvoir tourner, quoi. Hein. Donc, il faut qu'il y ait cet aspect économique et puis cet aspect social, puis il ne faut pas qu'on perde de vue le sens de ce que l'on fait. C'est toujours du grand écart. Okay. Et c'est pas qu'à la tête du client. Hein, ça a l'air, mais… Est-ce qu'il n'y a que les professionnels qui peuvent vous laisser leur matériel ou les particuliers aussi peuvent vous laisser leurs ordinateurs Les particuliers, quand ils viennent, on a la même approche. On leur fait une attestation de remise. D'accord. Et on laisse les données et on leur donne l'attestation. Tout le monde, mais ça peut être un professionnel, une association. En fait, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait un ordinateur qui traîne dans une poubelle. C'est obsessionnel pour moi. Je supporte pas d'aller dans une déchetterie et de voir un ordinateur jeté dans le rayon, dans la caisse à matériel en ferraille et choses comme ça. Je ne supporte pas, ça me… Voilà. Viscéral. C'est viscéral. Alors, peut-être en guise de conclusion, moi je demanderais bien aux personnes qu'on ne connaît pas encore très bien, qui sont venues nous rejoindre le réseau des potes aujourd'hui, de dire un petit mot sur, juste un petit partage sur ce que vous retenez de ce café avec Philippe et Anthony et l'atelier de Saint-Vite informatique. C'est voilà, quelque chose de rapide pour partager un sentiment, une impression, en quoi ça pourra vous être utile par la suite. Peut-être Alex, comme vous étiez déjà. Oui, moi c'est Jean-François en fait. Mais… Jean-François, oui. Pardon. Écoutez, moi je suis très content d'avoir d'avoir partagé ce moment avec vous. Et puis,
Bah, si Philippe veut bien, moi j'irais bien faire un tour à Saint-Vite pour peut-être avec mes collègues d'Envie Avec grand plaisir. pour discuter, quoi. Hein? En plus, on peut construire des choses ensemble. Voilà. Ouais. Ok, bah, à très bientôt alors. J'ai retenu le nom d'Alex, mais je sais que c'est Jean-François. C'est ça, voilà. Bon, maintenant qu'on a vu son visage, ça sera plus facile. Oui, Oui, bah, je ne suis pas très familiarisé. Alors j'ai vu qu'il y avait une petite caméra, je n'osais pas trop la toucher. Je me suis dit que j'allais faire passer un film, mais finalement c'était moi. Ouais. Voilà. Michael, si vous voulez dire quelques mots? Oui, tout à fait. Donc, ça a été très intéressant. Et effectivement, hein, comme Jean-François, ça serait intéressant si on pouvait continuer à échanger avec Philippe Michaud, donc soit en venant à Saint-Vite ou sinon en échangeant par mail ou par téléphone. Parce que c'est quelque chose que j'aimerais, moi, développer avec mon association sur le Jura. Très bien. Et vous avez rejoint le réseau des potes, Michael? Alors, moi, j'ai eu en fait l'invitation via BFC numérique. Ah oui, via Les autres sur lesquels on est dans la phase de construction du SCORAN. Voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord. Et puis, il y avait Céline aussi de la recyclerie de Mèche qui nous avait rejoint. Je ne sais pas, Céline, si vous voulez dire quelques mots. Vous nous avez rejoint un petit peu en cours de route. Oui, bonjour, oui, c'est bien ça. Donc, je n'ai pas participé à l'ensemble. Je suis arrivée il y a 10 minutes, un quart d'heure à peu près. Bon, on a enregistré, alors vous pourrez écouter le début. D'accord, très bien. Donc oui, c'était surtout pour voir un peu voilà, ce qui se faisait. Je ne savais pas du tout qu'il y avait ce type d'atelier chantier d'insertion sur la région. Donc c'est intéressant. Sachant que voilà, sur Mèche, il va y avoir une recyclerie qui va s'ouvrir. Et donc voilà, toujours intéressant de savoir ce qui se fait au niveau de la région, quoi. Très bien. Voilà. On partagera le lien justement. Content de vous avoir parce qu'effectivement, pour moi, il y a un vrai travail à mener en collaboration avec les recycleries. Oui, je pense que ça peut être intéressant. Et à la fois dans la logique de récupération, mais aussi dans la logique de revente. Voilà. Tout à fait, oui. Oui, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être intéressant sur notre recyclerie, oui, effectivement. Voilà, mais en tout cas, merci à vous, merci Philippe et Anthony et toutes les personnes de l'atelier. On a vraiment appris beaucoup de choses et puis voilà, la dimension humaine que tu transmets est vraiment, on sent que c'est quelque chose, une valeur importante et c'est aussi une valeur qui soude les potes. Donc je pense que c'est une très belle illustration d'un témoignage de potes. Merci. Merci beaucoup Philippe. Merci beaucoup. Merci à tous et puis rendez-vous pour le prochain Café Potes le jeudi 12 novembre à 13 h autour des questions d'égalité femmes-hommes. Voilà. C'est où qu'on peut voir les enregistrements qui ont été faits? Alors, on vous l'enverra. Il faudrait que... Vous avez peut-être le temps de mettre votre adresse email dans le chat. Dans le chat, voilà. Oui. D'accord. On envoie les infos. Et puis, Michael aussi, du coup, peut-être si vous pouviez mettre votre mail dans le chat. Voilà. C'est de réaction. On l'écrit dans quoi? On l'écrit dans quoi? Dans réaction? Non. Non, mais du coup, la vôtre, on l'a, du coup. La vôtre, on l'a, Jean-François. Ok, merci. Je viens de l'inscrire. Oui, très bien. Voilà, très bien. Et la recyclerie de Mèche, elle sera sous forme de chantier d'insertion aussi, juste pour. Tout à fait. Oui. Et on devrait ouvrir au mois. La recyclerie devrait ouvrir à peu près au mois de mai l'année prochaine, quoi. D'accord. En tout cas, moi, je reste à disposition de chacun pour avancer, hein, parce que c'est une belle aventure humaine. Et ouais, je suis très content aussi de ce temps d'échange, parce qu'il y avait longtemps qu'on posait plein de questions techniques, mais je voulais parler de l'humain. Voilà. Voilà. On a bien senti la dimension humaine. Oui. Très bien. Merci à tous. À très bientôt. Très bientôt.
Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir, merci.